les situations dans lesquelles je me suis retrouvé, je me disais, mais c'est génial, c'est comme au cinéma. Enfin, sauf que là, ça n'était pas du cinéma, c'était moi, entre guillemets, c'était moi le héros de l'histoire, quoi. Donc, c'était d'autant plus excitant, si vous me permettez le mot. Et vraiment, je n'aurais pas laissé ce travail-là à quelqu'un d'autre pour rien au monde, quoi. J'étais à l'époque en région parisienne, nouvellement arrivé, j'étais jeune, et puis bon, il se trouve que j'étais syndicaliste à la CFDT. Et puis, évidemment, éclatent les grèves d'août, enfin juillet-août 80. Alors, à l'époque, je me souviens que dans les milieux des syndicalistes, il y avait deux réactions en gros. Ceux qui étaient un peu limités à mon avis, qui disaient oui, mais les ouvriers qui prient pendant les grèves avec les curés, ça m'intéresse pas. Et moi je disais, bah, je comprends pas ça, ça n'est pas ma culture, ça n'est pas mon histoire, mais il faudrait demander des explications, ça serait bien d'aller sur place, etc., pour voir ce qui se passe et tout. Alors ça c'était donc l'été 80, sur ces entrefaites en janvier, février 1981, pardon, sont organisées à Poitiers les journées cinématographiques du cinéma polonais. Alors c'était un festival qui chaque année était dédié à une cinématographie d'un pays différent. Avant il y avait eu le Canada, le Mexique, etc. Et comme j'étais très cinéphile, enfin je pensais être très cinéphile à l'époque, je me dis, ah bah ça c'est une occasion, il faut aller voir ce festival. Donc j'étais redescendu, comme on dit en province ici. Pendant une semaine, j'avais pris des congés pour assister à ce festival. Et là, moi qui pensais être cinéphile, ça a été le premier choc parce que je découvre des films de Vaida, Zanussi, Kavalierovski, d'autres gens comme ça, et des maîtres. Enfin, je me souviens qu'un des premiers films que j'avais vu, c'était Cendre et Diamant de Vaida. Alors, avec cette première image magnifique, une église dévastée, et l'image du Christ en croix, mais renversée, comme le symbolique d'un monde devenu fou, enfin renversé à l'envers, etc. Et puis la beauté de cette esthétique noir et blanc, c'est vraiment un des films qui m'avait le plus frappé. Mais aussi Amator de Kieślowski, etc. Enfin d'autres films comme ça, très intéressants. Et ça a été l'élément supplémentaire, si vous voulez. Et donc, avec des copains, je peux dire, un couple de copains de la CFDT, j'étais à Versailles à l'époque, en région parisienne, nous décidons en septembre 81 de partir, au lieu de partir en vacances à ne pas savoir quoi faire, de partir rencontrer ceux qui allaient devenir nos amis polonais en fait. Alors c'était tout à fait privé comme voyage et nous avions quand même du matériel à transporter, genre des cartouches d'encre pour offset, des pièces détachées, duplicateurs offset, des choses comme ça, avec des contacts précis dans des villes, à Szczecin, à Varsovie, à Gdańsk. Et c'était donc mon premier voyage en Pologne. Et là, ça a été. La première impression, c'était l'impression d'un pays de contraste. C'est-à-dire, ce qui m'avait marqué au départ, c'était la grisaille au niveau architectural. Vous savez, vous traversiez des villes, ça avait l'air tout pareil. Enfin, c'était gris, des devantures de magasins étaient vides, etc. Et ça contrastait avec l'enthousiasme de nos amis donc, que nous avons rencontrés, celui d'Arnos, qui étaient vraiment très actifs, qui étaient des gens passionnés et passionnants en fait. Et ne comprenant rien à la langue, vous ressentiez, puisque vous ne compreniez que c'était l'histoire qui bougeait, quoi. Il allait se passer des choses importantes ici. Et ça, moi, ça m'a fasciné aussitôt. Enfin, c'était la fascination pour ce pays, pour ces gens qui étaient d'une telle gentillesse, en fait, parce qu'ils étaient très occupés. Nous n'étions personne, enfin, au sens pas une délégation officielle, trois individus qui étaient intéressés. Mais nous étions toujours reçus sur place de façon. Alors, ils prenaient vraiment le temps de nous faire voir les choses les plus intéressantes. Je me souviens d'une discussion qui avait duré une après-midi entière avec un représentant de Solidarność de Mazovché, quelqu'un qui était permanent, et c'était fabuleux. Et là, c'était vraiment. Donc, il y avait cette première motivation, si vous voulez, vraiment ce sentiment qu'il va se passer des choses, que c'est important, et que, bon, il faut suivre ça. Quelques mois plus tard, décembre 81, et là, problème, parce que dans un premier temps, visa touristique supprimé, donc comment se rendre en Pologne. Et puis nous apprenons qu'on peut se rendre en Pologne dans le cadre de convois humanitaires en fait. Donc très vite, au niveau de la structure interprofessionnelle de la CFDT à Versailles, les gens se sont dit, une équipe de gens s'est dit, bon bah
c'est le seul moyen d'aller en Pologne, il faut y aller, on va organiser un convoi humanitaire. C'était vraiment frappant parce que c'était une époque tellement folle que vous aviez des gens, des entreprises privées qui vous donnaient par exemple une tonne de médicaments, qui finançaient l'achat, enfin pas l'achat, mais la location de camionnettes, des choses comme ça. Donc pratiquement tout était possible dès qu'il s'agissait d'aller en Pologne. En fait, c'était en tout cas nettement facilité. Donc nous avons organisé un premier convoi. Alors assez rapidement, c'était fin janvier, début février 1982, en plein hiver, je me souviens. Enfin, c'était avec d'ailleurs au niveau anecdotique une camionnette de location dont le chauffage ne fonctionnait pas. Donc, il fallait se relayer pour la conduire avec le bonnet, les gants, etc. Mais bon, ça faisait partie du charme de l'expédition, si on peut dire. Alors, la partie la moins agréable, c'était la traversée de l'Allemagne de l'Est, évidemment, puisque là, bah, les humanitaires qui partaient en Pologne étaient assez mal vus. Donc, ce qui veut dire tracasseries, des heures d'attente à la frontière. Mais bon, nous avions un but, donc il fallait l'atteindre, alors bah, il fallait supporter. Donc, et alors le détail, comme il se trouve que moi j'étais déjà allé en Pologne, j'étais le seul parmi ce groupe qui est parti, parce que les deux copains qui étaient avec moi précédemment ne pouvaient pas repartir aussi rapidement. J'avais été chargé des contacts, disons, un peu plus discrets, essentiellement à Cracovie, où je devais rencontrer en fait quelqu'un de l'Académie des sciences de Cracovie, pour lui remettre à la fois une somme assez importante, je crois, c'était de l'ordre de 7 ou 800 dollars, ce qui à l'époque valait quelque chose en Pologne, plus un petit document indiquant la création du comité de coordination de Solidarność en France. Et tout ça devait être organisé évidemment dans la plus grande discrétion. Alors nous avions dans le groupe une interprète qui était une enseignante universitaire de la région parisienne et qui elle était originaire de Cracovie. Donc, bah, le jour où où nous devions aller au contact, nous avions décidé d'y aller tous les deux. Quand vous aviez ce genre d'activité, il fallait essayer de voir si nous n'étions pas suivis, des choses comme ça. Donc, concrètement, nous prenions le tramway, elle à un bout et moi à l'autre, et puis elle essayait de voir si, enfin, et moi aussi, si on ne nous suivait pas, etc. Avec plusieurs changements de tramway comme ça. Et puis pour aller chez son frère qui habitait à Cracovie, pour que lui nous emmène sur le lieu de rendez-vous en voiture, en fait. Donc, les choses se déroulent comme ça. Nous établissons le contact, alors avec un petit signe de reconnaissance qui m'avait été donné pour que la personne soit moins méfiante, parce qu'au départ, évidemment, elle était méfiante. La conversation se passe dans la voiture, si vous voulez. L'ami interprète était allé chercher la personne en question, puis nous partons en voiture. Donc tout se passe bien, je lui remets l'argent, je lui remets enfin, je lui fais voir le papier qu'elle me redonne, parce qu'elle ne voulait pas l'avoir sur elle, bien évidemment. Nous finissons le rendez-vous, nous la ramenons sur son lieu de travail. Nous repartons en voiture, 500 mètres plus loin, une voiture de milice qui nous fait signe de nous arrêter. Alors là, début de panique à bord. Kalina, je crois, la copine en question, me demande: mais tu vas garder le papier sur toi? Je dis: ben oui, je ne pouvais pas lui donner, elle n'en voulait pas, etc. Et puis en fait, bon, bah, la voiture, nous nous arrêtons, les miliciens arrivent, saluent le chauffeur. Alors moi, sur le siège arrière, je me faisais le plus discret possible. Le milicien me regarde, mais sans rien dire. Il n'a pas demandé le passeport, juste les papiers du chauffeur. Et donc, il s'était avéré que le chauffeur avait fait comme une erreur de circulation, avait changé de fil sans mettre le clignotant, enfin quelque chose d'insignifiant. Et donc, soulagement, nous repartons. Et là, je me suis dit: génial, ça c'est un boulot qui me plaît, il faut que je continue, puis d'abord c'est utile, etc. Donc au retour, j'avais à la fois des documents à remettre aux gens de Solidarność à Paris, et je leur ai remis les documents, et puis je leur dis: écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un qui travaille à plein temps comme ça pour vous, moi je peux me libérer de mon travail, prendre un congé sans solde, et pas de problème, je suis disponible. Et comme il s'avérait que eux, en fait, cherchaient à acheter une camionnette d'un type un peu spécifique, c'est-à-dire avec une caisse frigorifique à l'arrière, bah, j'ai assez rapidement compris le sens de ces recherches. C'était tout simplement pour pouvoir aménager une cache à l'intérieur. Et donc les choses se sont enchaînées comme ça, en fait. Et ils ont fini par trouver la camionnette, ils avaient le volontaire pour la conduire. Et donc nous avons enchaîné comme ça. Vous aviez la représentation officielle avec des gens comme Severin Blumstein, Sławek Czarlewski, des gens comme ça, plus connus.
Moi, dans un premier temps, je ne voyais pas, je n'avais pas affaire à ces gens-là, en fait. J'avais affaire aux responsables techniques, c'est-à-dire que quand nous avions des rendez-vous, ça n'était jamais, pour des raisons de discrétion, même à Paris, ça n'était jamais dans les locaux officiels du comité de Solidarność, qui étaient des locaux qui appartenaient d'ailleurs à la CFDT, je crois, au début. C'était tout simplement soit dans comment dire, des bars de Paris ou dans des appartements. Alors concrètement, quand j'ai commencé à faire mes activités tout seul, avec donc comme comment dire, courrier, enfin bon, de solidarité, euh, j'avais affaire à une personne qui s'appelait Krzysztof Abt, qui était universitaire à Paris, physicien, je crois, de formation. Non, informaticien, pardon. Et c'est lui, en fait, qui me donnait à la fois les contacts, qui me disait dans quelle ville j'allais me rendre pour la prochaine expédition, et qui me fournissait l'argent, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et pour le côté technique, alors c'était deux amis, c'était Tomek Łabench et Wojtek Sikora. Wojtek travaille, maintenant il travaille toujours à l'Institut littéraire à la Maison Lafitte, en fait. Il était dans ces milieux-là, exilé lui aussi dans les années 80, mais très, très en contact avec Cultura, Maison Lafitte et tout. Et c'était eux, en fait, qui me disaient où trouver enfin, où récupérer le matériel clandestin, si vous voulez, et comment enfin, après je le chargeais, et après la partie humanitaire, c'était essentiellement mon travail. Alors, en lien avec les Wojtek et Tomek en question, qui avaient des contacts assez étendus, disons, et ça se passait comme ça. Moi, pendant tout le temps où je devais faire ces convois, où je devais être le plus discret possible, je n'ai jamais eu de contact avec la représentation officielle de Solidarność. Il y avait bien, il y a eu des craintes, évidemment. Alors, ma principale crainte, c'était comment vont se conduire les policiers. Est-ce que ça va être violent? Enfin, alors, je vais peut-être préciser que j'avais un scénario qui était assez génial, qui avait été inventé d'ailleurs par Mirek Rojecki, qui dirigeait tout ça, mais discrètement. Alors, le scénario était le suivant. Moi, j'étais au courant que je transportais des choses interdites, mais les contacts, je ne connaissais pas. C'était en fait un deuxième Français qui allait me rejoindre dans la ville où je devais aller, et qui avait les contacts, et puis qui m'aurait piloté. Et alors le deuxième Français en question existait, n'était pas fictif, c'est-à-dire que mes amis de Paris trouvaient un Français qui faisait la démarche pour demander un visa pour aller en Pologne à peu près aux mêmes dates que moi, dans les villes où j'allais. Et puis, pour crédibiliser, si vous voulez, mon récit, mon scénario en cas d'arrestation. Parce que ça, nous l'avions envisagé depuis le départ, évidemment. Enfin, alors, pour la petite histoire d'ailleurs, je me souviens que lors d'une séance de préparation, comme ça, avec Tomek et Wojtek, je leur pose la question un beau jour, mais racontez-moi un peu comment ça se passe en prison en Pologne, parce que bon, il faut l'envisager, c'est pas. Et alors eux me répondent, ça sera différent de ce que tu imagines. Alors qu'ils l'avaient vécu pour quelques jours, quelques semaines, etc. On ne peut pas te dire parce que c'est une expérience, il faut si tu ne l'as pas vécu, on ne peut pas te dire. Mais par contre, tu dois savoir une chose, et là c'était essentiel, c'est que dans chaque cellule, tu vas trouver au moins un mouchard, un confident, comme on dit. Et là, ça m'a servi beaucoup, par contre. Alors j'ai eu la chance, parce que c'était une chance d'être arrêté à la frontière à Świnoujście, parce que je faisais le détour pour éviter l'Allemagne de l'Est. Je faisais le détour par l'Allemagne, le Danemark, et puis bon, le bateau de Copenhague à Świnoujście. Et c'était en débarquant, si vous voulez. Le problème, c'est que la camionnette en question, la caisse frigorifique qui était à l'arrière, quand elle était vide, on pouvait remarquer, enfin un œil avisé pouvait remarquer que la longueur intérieure était moins grande que les parois extérieures. Il y avait quand même 40 cm de quoi pouvoir loger des appareils offset, etc. Alors c'est passé plusieurs fois, et la dernière fois, donc c'était en mars 84, je débarque donc par un froid vraiment intense, etc. Et puis tout se passe dans un premier temps comme prévu, c'est-à-dire que comme à chaque convoi, j'avais prévu les cartouches de cigarettes, le café pour comment dire, améliorer les contacts avec les douaniers. Et là, il s'est trouvé qu'il y avait des gardes frontières qui étaient en plus en renfort avec les douaniers. Et
Donc nous vidons dans un premier temps la camionnette, parce qu'il fallait vider bien sûr. Les gens douaniers, etc., examinent et me font signe de recharger. Je commence à recharger et là, un garde frontière qui commence à tourner, qui regarde à l'extérieur, à l'intérieur, et qui appelle un supérieur, visiblement un officier. Et à partir de ce moment-là, évidemment, l'officier me fait signe, non, non, il fallait reposer les paquets sur le parking, enfin, et ils ont commencé à chercher, bien sûr, et donc là, bah, j'ai compris tout de suite, ben, ils ont cherché un certain temps, ils ne connaissaient pas le système d'ouverture de la cage, donc ils ont fini par casser la paroi avec un pied de biche, vous savez, en forçant dessus. Et alors là, je me souviens de la réaction du premier qui a vu ça. Alors c'est un langage pas très raffiné, c'était oh kurva reaktia. Donc la réaction au sens politique, quoi. Et à partir de ce moment-là, alors nous avions débarqué peut-être vers 9h, 9h30 le matin. Commence une longue attente en plein froid. Et moi, dans un premier temps, je n'en connaissais pas la raison, évidemment. Euh, C'était en fait pour faire venir à la fois une équipe de télévision de Stettin, qui était quand même un peu éloignée, et surtout une équipe de Steinitz, la police politique, qui sont venus, alors comme dans les films, à la bord d'une Volga, vous savez, ces voitures soviétiques noires, alors comme dans vraiment John le Carré, quoi. Et puis donc, en début d'après-midi, ça c'était à 9h30 le début, en début d'après-midi, donc deux types qui s'approchent de moi, alors ils avaient d'abord examiner la camionnette, les paquets, le matériel, etc. Alors des flics typiques de l'Est, tels qu'on les voyait dans les films, vous savez, avec le cuir, etc. Alors un, visiblement, cultivé, qui parlait français, l'autre un peu plus, un peu plus ordinaire, disons. Et donc, je me demandais comment ils allaient entamer la conversation. Et celui qui parlait français me dit comme ça, sur un ton plutôt aimable, il me dit, alors, vous êtes satisfait, vous allez être une vedette à la télévision. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre sur le même ton. Je lui dis, bah, écoutez, monsieur, franchement, c'est indépendant de ma volonté. Hein, j'aurais préféré éviter tout ça. Alors là, il sourit et il me dit, ah, ben en plus, vous avez le sens de l'humour. Et là, son collègue, j'ai senti qu'il y avait une conversation entre eux. J'ai senti plus que compris à l'époque que si je n'avais eu affaire qu'à son collègue, j'aurais certainement eu droit à un traitement différent. Mais là, bon, alors, dans un premier temps, ils m'ont abandonné, si je puis dire. Puis nous sommes allés dans les locaux de la police à Chminovichti, en fait le commissariat central. Et le premier interrogatoire, c'était par un douanier, en fait. Puisque dans la mesure où il y avait eu infraction douanière, c'est-à-dire du matériel importé non déclaré, donc illégalement, et du matériel la valeur marchande sa valeur marchande était relativement importante en Pologne, donc infraction douanière. Alors le douanier m'interroge, mais en allemand. À l'époque, je pratiquais l'allemand, pas couramment, mais j'avais un assez bon niveau. Bon, il me pose des questions, il essaie de savoir si, évidemment, d'où ça venait, où ça devait aller, etc. Moi, je lui dis, je sais pas, hein, je suis le chauffeur, c'est tout. Hein. Alors, lui me dit, oh, vous ne savez pas, mais ne vous inquiétez pas, nous aurons des moyens de vous faire savoir, enfin, bon, une espèce de petite menace voilée, comme ça. Et puis donc, deuxième interrogatoire avec la police politique. Alors là, j'ai commencé, je leur ai servi, si je peux dire, mon scénario. Et dans un premier temps, je pense qu'il a fonctionné parce qu'au bout il y a eu un long silence dans la conversation. Puis au bout d'un moment, un des deux types en question me dit, nous allons vous faire une proposition. Vous reprenez votre camionnette et vous allez sur le lieu de rendez-vous et nous verrons ce qui se passe. Alors, situation intéressante mais très ambiguë parce que je savais que de toute façon, si je partais, il ne se passerait rien. Mais s'il ne se passait rien, ça voulait dire que mes contacts officiels liés au comité de l'épiscopat de Cracovie allaient avoir des problèmes. Donc, alors moi je lui dis, écoutez, c'est gênant, ça va provoquer peut-être l'arrestation je pensais dans mon scénario au français, de quelqu'un d'autre, etc. Moi je peux pas. Alors le gars me dit, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, c'est nous qui décidons. Donc, et après, mystérieusement, ils ont renoncé à cette idée, ils ne sont pas revenus dessus. Alors moi, dans un premier temps, par rapport aux interrogatoires, j'ai essayé de dire,
Je ne répondrai à aucune question, je veux voir un représentant du consulat français, je veux un avocat, etc. Et là, ils me disent, mais le consulat français, nous l'avons averti, s'il ne se manifeste pas, ça n'est pas notre problème, hein. Et alors là, ils avaient même beaucoup manipulé les choses, parce que j'ai appris après qu'au niveau des accords bilatéraux passés entre la France et la Pologne, en cas d'arrestation d'un citoyen d'un des pays sur le territoire de l'autre pays, ils étaient censés, en fait, les autorités étaient censées prévenir le consulat au bout de 4 jours. Et là, ils ne l'ont prévenu qu'au bout de 15 jours, ce qui leur donnait le temps de multiplier les interrogatoires pendant ce laps de temps. C'est ce que m'a dit l'avocat quand je l'ai vu la première fois. Et c'était d'ailleurs un personnage. J'ai d'abord eu comme avocat maître Witchevek de Stettin, un personnage fabuleux, très cultivé, qui parlait français, bien évidemment, et très, très discret, qui avait un passé de résistant, d'insurgé de Varsovie, mais qui ne m'en a jamais parlé. C'est après coup que je l'ai appris en côtoyant sa veuve bien des années plus tard. Et vraiment un personnage très, très fin, très, très intéressant. Après, quand l'affaire se prolongeait, l'ambassade a décidé d'adjoindre un deuxième avocat, et c'était aussi un personnage fabuleux, maître de Virion de Varsovie. Alors ça, elle est meilleure, quoi. Quelques temps après moi, un deuxième Français s'était fait arrêter aussi à Stettin, mais lui à Stettin même, pas sur le port. Alors lui, c'était un étudiant qui travaillait visiblement pour un groupe trotskiste comment dire, créé à l'époque par Edmund Baouka de Stettin, et en lien avec des trotskistes français. Mais alors il n'avait pas eu de chance dans la mesure où il avait, lui, établi les contacts, et tout le groupe s'était fait arrêter après que le contact ait été établi, ce qui fait que beaucoup de gens avaient été arrêtés, en fait. Et lui, bizarrement, on m'a dit après qu'il était donc trotskiste, mais son père communiste à la CGT, et Georges Marchais à l'époque aurait influé pour qu'il soit libéré sous caution, mais sans procès, sans rien. Moi, mon cas était différent, alors je ne sais pas pourquoi. La première cellule dans laquelle on me met, c'était une petite cellule, il y avait un seul co-détenu, et qui, comme par hasard, parlait allemand. Donc là, une ampoule qui s'allume, mais en fait, c'était un type avec qui j'ai sympathisé, même si j'avais des soupçons, mais pas certitude non plus, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui avait, alors lui, il avait une cinquantaine d'années, il travaillait, je crois, comme dirigeant d'une boucherie industrielle, et il avait organisé un système de vente de viande au noir, quoi, en fait. Et donc, il était en prison pour ça. Mais un type très, très sympathique, beaucoup d'humour, enfin bon. Et donc, comme il parlait allemand, nous pouvions communiquer. Donc, nous avions sympathisé tout de suite, quoi. Et nous descendions donc les occupants de deux cellules, la cellule où je me trouvais et ceux d'en face, pour aller dans une cage en fer, en plein air, dans laquelle vous faisiez le tour comme ça pendant un quart d'heure, etc. Et à côté, il y avait une autre cage dans laquelle d'autres prisonniers se promenaient. Et un beau jour, je vois un type qui, lui, avait les mains, enfin les pieds entravés, les mains menottées, et qui était suivi de près par un gardien, alors que nous, les gardiens restaient à l'extérieur, ça se passait dans une ambiance plutôt bon enfant, je dirais. Et donc j'étais intrigué par ça. Alors je demande à Gerhard, qui était mon colocataire, si je puis dire, je lui dis, mais pourquoi il est comme ça, mais pourquoi est-ce qu'il y a des mesures comme ça, tu peux demander, etc. Et en fait, j'ai eu la réponse assez rapidement, parce que comme il avait des bons rapports avec les gardiens, il avait la réponse. C'était un type qui était coupable à la fois de viol et de meurtre sur une jeune femme et sa fille, et condamné à mort, et donc il était en transit dans cette maison d'arrêt, et qui allait être pendu, quoi. Donc mesure de surveillance particulière. Ou une autre scène dont je me souviens aussi, c'est justement à l'occasion d'une promenade où nous descendions. Moi j'étais au premier étage, et au rez-de-chaussée il y avait tout un étage où vous n'aviez que des jeunes gens, mais très... Quand vous passiez et que vous les croisiez, vous sentiez une atmosphère de tension. Enfin, c'était visiblement des gens qui... Alors, est-ce qu'ils étaient dangereux, est-ce qu'ils étaient séparés des autres, je ne sais pas. Mais nous descendons un beau jour à la promenade, et j'observe la scène suivante. Un de ces jeunes qui avait été entravé menottes dans le dos, un officier, en tout cas quelqu'un
euh, de l'administration pénitentiaire qui avait enlevé sa casquette, son uniforme, et qui le passait à tabac, mais copieusement, coup de poing, coup de pied, enfin, etc. Et dans le couloir, c'était impressionnant. Dans le couloir, vous entendiez les coups qui tombaient. Et vous passez à côté, vous vous dites, bon, ben... Et alors, ses collègues de cellule, je suppose, étaient réunis en face, et en face des collègues en question, vous aviez une rangée de gardiens avec boucliers, matraques, prêts à intervenir au cas où. J'imaginais, c'est que mes amis et employeurs ne me laisseraient pas quand même, ne m'abandonneraient pas, mais je ne savais pas, par exemple, bah, qu'ils avaient des contacts avec Simone Signoret et des gens comme ça. Donc, moi, je n'étais pas au courant, d'autant plus que quand je rencontrais mes avocats, nous ne parlions pas de ça. Ils me disaient, ils étaient très techniques, ils me disaient, bon, là, voilà, nous en sommes à tel stade. Juridiquement parlant, nous avons telle possibilité, enfin bon, bref. C'était surtout des... Et avec les gens du consulat qui m'ont rendu visite, non plus. Alors, je me souviens une vice-consul qui était très sympathique, en plus une charmante jeune femme. Donc, quand vous êtes enfermé avec uniquement des hommes, ça n'est pas négligeable. Et avec laquelle nous parlions littérature, par exemple, parce qu'elle aimait bien des auteurs que moi aussi j'appréciais. Donc, nous parlions de ça. Elle me donnait des nouvelles de la famille en France, mais jamais nous n'avons évoqué cette campagne médiatique et tout ça. Et moi, je n'étais pas au courant, non, bien sûr, du fond de ma cellule, ça m'était difficile, si vous voulez. Bah, cela dit, j'ai rencontré après Simone Signoret, c'est pareil, c'est un des côtés extrêmement positifs de cette histoire, c'est que vous rencontriez, enfin ça m'a permis après, même beaucoup plus tard, de rencontrer des gens très intéressants en fait. Moi, je suis revenu et je n'étais pas au courant. Les premières personnes à qui j'ai eu affaire à l'aéroport, c'était en fait une policière qui m'intercepte en me demandant vous êtes bien Jackie Chalot. Je dis, et moi croyant qu'elle était journaliste, j'étais réticent. Non, je lui dis mais vous travaillez pour quel organe de presse? Elle me dit ah, non, non, je suis de tel service de police, nous voudrions vous poser des questions avec des collègues et puis après vous pourrez partir. Alors il me pose des questions, donc, mais contrairement aux journalistes que j'ai rencontrés plus tard, des questions très, très précises, c'est-à-dire vous étiez enfermé avec qui, des droits communs, des politiques, quelles étaient les conditions, enfin vraiment des choses très... Ils ne m'ont pas demandé pour qui je travaillais parce qu'ils le savaient déjà, visiblement. Et quand je suis revenu, donc j'ai contacté Tomek et Wojtek. Ils me disaient, mais quand même, contacte Simone Signoret, elle n'attend que ça, fais-le. Et moi, je n'osais pas. Je me disais, bon, une telle star, mais je vais la déranger. Parce que je n'étais pas au courant de tout ce qu'elle avait fait. Enfin, pas encore au courant de tout ce qu'elle avait fait pour moi. Donc, alors, un beau jour, je me décide. Alors, elle me sermonne. Elle me dit, bon, bah, je m'attendais quand même à ce que vous m'appeliez beaucoup plus tôt. Hein, mais bon, gentiment, pour la forme. Et puis après, elle m'invite. Alors, pour un déjeuner, donc, chez elle, dans sa propriété qu'elle avait en Normandie. Enfin. euh, je me souviens plus du nom du village, mais enfin une propriété ancienne avec mon temps. Donc, il avait invité en même temps quelqu'un qui était mathématicien et sa femme. Enfin. Et donc moi j'étais allé avec mon frère qui lui aussi avait participé à la campagne, etc. Et ma sœur. Et l'accueil de Simone Signoret, mais c'est pareil, quelqu'un qui était d'une, comment dire, d'une simplicité, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire que il faut quand même savoir qu'à l'époque, c'était peut-être 2 ans et demi, 3 ans avant sa mort, elle était presque aveugle déjà. Elle voyait un peu les formes, mais bon, elle voyait très mal. Et moi, quand j'arrive, j'étais en région parisienne, j'étais arrivé plus tôt. Elle me dit ah, vous devez être le prisonnier. Après, quand mon frère est arrivé, oh, lui, c'est l'intellectuel. Et on voit qu'il est, il est cinéphile, etc. Et donc, elle me dit, mais racontez-moi votre histoire, parce que moi, mes aventures, je les ai vécues au cinéma, mais vous, c'était la réalité, racontez-moi ça. Et donc, bah, nous avons passé des heures, alors, montant toujours dans son registre, charmeur avec les dames, évidemment, et très, très drôle. Enfin, il ouvrait une bouteille de vin en disant, bah tiens, voilà encore une que Jaruzelski n'aura pas. Et l'après-midi s'est passé comme ça. Alors, à l'époque, nous pouvions encore boire un peu et conduire, heureusement, parce que c'était, disons, je dois reconnaître que nous avons vidé quand même quelques bouteilles avec donc les hôtes et leurs invités. Et parlait alors
Nous lui avons posé des questions, évidemment, sur sa carrière, son Oscar, etc. S'il avait encore sa robe de l'époque de la cérémonie. Elle nous a parlé de ses souvenirs de sa visite à Moscou en 56, en fait, à l'époque des répressions, à la fois en Pologne et en Hongrie, nous expliquant que, soi-disant, elle aurait dit ce qu'elle pensait à Khrouchtchev à l'époque. Mais vraiment, une après-midi passionnante, quoi. Des gens comme ça, vous ne rencontrez pas tous les jours. Et d'une gentillesse, d'une amabilité, enfin, incroyable pour je dirais, oui, une grande dame du cinéma comme ça. Enfin, ce sont des moments qui vous restent. Il faut dire que ça m'intéressait bien plus que mon travail de bureaucrate, hein. Je pense que vous comprendrez ça aisément. Donc, ce qui s'est passé à mon retour en 84, si vous voulez, c'est que des collègues de la CFDT au niveau central, comme j'avais exprimé le désir de continuer à travailler pour la Pologne, les collègues en question m'ont dit, bon, écoute, il y aurait une possibilité, c'est que nous avons au niveau pas du ministère des Finances, c'est le ministère dans lequel je suis fonctionnaire, nous avons comment dire, des droits syndicaux non utilisés, parce qu'après 80, il y a eu des droits accordés de façon en quantité importante, et qui n'étaient pas utilisés. Donc concrètement, ils me disent, si c'est accordé par les instances du syndicat, tu pourrais travailler pour la Pologne, mais être mis à disposition du comité de Solidarność à Paris. Donc nous avons fait un montage comme ça, avec l'avantage, c'est que là c'était un détachement, donc j'étais payé par mon administration d'origine pour travailler sur la Pologne. C'était merveilleux. Et donc la nature de ma tâche avait changé, si vous voulez. C'était concrètement trouver des sponsors pour le matériel, que ce soit matériel d'imprimerie ou autre, mais ça en lien avec Tomek et Wojtek qui s'étaient un peu retirés, mais qui m'avaient donné leur carnet d'adresse, si je puis dire. Et aussi convoyer, mais en Europe occidentale, le matériel en question selon les points d'expédition possibles. Par exemple, il m'est arrivé comme ça de voyager en Suède, au Danemark, à Londres même plusieurs fois, à Milan, en Allemagne, en Autriche, enfin bon, dans tous les pays dans lesquels il y avait, et en France, dans différentes villes, dans lesquelles il y avait des possibilités d'expédition de matériel pour les structures clandestines. Eh ben, c'était mon rôle de coordonner tout ça, quoi, de transporter le matériel sur place, etc., de trouver le matériel. À Londres, vous aviez les éditions, c'était Pulse, je crois, Pulse et Annex, il me semble me souvenir. Enfin, là-bas, j'allais récupérer des livres, par exemple, des choses comme ça. Il ne s'agissait pas tellement de matériel. Alors, l'avantage aussi comment dire, d'avoir des contacts au niveau du ministère des Finances, ça me permettait d'importer ce matériel de différents pays sans avoir à payer la TVA. J'avais réussi à avoir une entrevue avec un bureaucrate du ministère des Finances par le biais CFDT dans le cabinet de Bérégovoy, parce que normalement il fallait payer la TVA, et quand le matériel était exporté, récupérer la TVA, ce qui était quand même très bureaucratique, ça ne correspondait pas à la souplesse de notre activité, si vous voulez. Et donc, grâce à ce contact au ministère, j'avais un document qui me donnait l'autorisation permanente de circuler avec du matériel sans avoir à régler la TVA, si vous voulez. Donc, je présentais ça au douanier et je passais sans problème. Donc, tout ça était lié, si vous voulez. Et pourquoi j'avais continué? Parce que, évidemment, la situation était différente, c'était moins optimiste, etc. Mais je voulais continuer parce que j'espérais quand même qu'on aboutirait à quelque chose un jour ou l'autre, enfin peut-être inconsciemment, mais je n'avais pas l'impression de faire des choses pour rien, si vous voulez. Ça a duré de fin 82 à 84, cette histoire de convoi en Pologne. Et l'autre partie, jusqu'en fin 88, 89, jusqu'au changement en fait. Ça n'est pas un hasard, je crois, si tous les gens qui ont suivi cette expérience n'en sont pas restés indemnes. Je veux dire, ils ont gardé cet attachement au pays, aux gens, etc. Donc rien que ça, sur le plan individuel, c'était intéressant. Sans parler de quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître aussi, je le connaissais moins bien, mais un personnage fabuleux, Henryk Wujec, quand même. La première fois d'ailleurs que j'ai rencontré, c'est en 89, quand j'ai pu à nouveau partir en Pologne après les changements, à l'époque du gouvernement de Mazowiecki. Et les copains de Paris m'avaient dit, officiellement j'étais encore sous le coup d'une interdiction de séjour en Pologne en fait.
Et les copains étaient méfiants, ils me disaient, mais attends, peut-être qu'ils vont te faire des ennuis, etc. Et donc pour éviter d'avoir trop d'ennuis, on m'avait donné les coordonnées téléphoniques de Henrik, justement, à Varsovie. Donc arrivé à la frontière polonaise, je l'appelle, et aussitôt il me dit, ah c'est toi Jackie, bon tu viens chez moi, je t'héberge aujourd'hui, etc. à Varsovie. Et il était à l'époque, alors je ne me souviens plus si c'était sénateur ou député, je ne sais plus, enfin un des deux. Mais alors, c'est pareil, une personnalité mais touchante, quoi. Vous êtes chez lui le matin, il va vous chercher des croissants au magasin du coin pour que vous déjeuniez à la française, et puis d'une gentillesse, enfin bon, quand vous saviez ce qu'il avait souffert, enfin je veux dire, son visage déformé suite à un parcours de santé, comme on appelait ça à l'époque, c'était bon, vraiment un personnage. Et puis évidemment, vu son passé, il avait toujours beaucoup d'anecdotes à raconter, c'était fabuleux. Et en plus, il m'a fait l'amitié de venir à la promotion du livre qui me concerne, alors qu'il était conseiller du président à l'époque. Vraiment quelqu'un de... Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ces amitiés-là sont restées, et rien que pour ça, je pense que ça, ne serait-ce que ça, au niveau individuel, au niveau personnel, parce que rencontrer des gens comme ça vous élève quand même, c'est gratifiant quelque part. Donc rien que pour ça valait le coup, c'est vrai.